Aujourd'hui, au cœur de l'Actu Club, on a l'honneur de recevoir l'Italie. Voilà, on a décidé de se propager, d'aller au niveau international, de voyager, parce que l'Actu Club est un voyage. On reçoit une actrice que vous avez vue dans pas mal de films, séries. Elle fait aussi du théâtre. Mais là, vous allez la voir normalement le 2 septembre dans un film qui s'appelle The Opera. J'en ai déjà parlé sur les réseaux. Et honnêtement, cette histoire d'amour, l'opéra en live action, en action, enfin, c'était juste un moment incroyable. Et du coup, je vous demande aujourd'hui de faire un tonnerre d'applaudissements pour la femme et la grande dame qu'on appelle Caterina Moreno. Clap. C'était pas tout de suite, mais c'est pas grave. Ah, ok. Comment tu vas? Très bien. Et toi? Ça va, ça va. Je suis ravie d'être ici. Ben, moi aussi, je suis content de te Merci. recevoir, même si voilà, on a dû décaler, redécaler, mais c'est pas grave. Comme j'ai dit, moi, pour moi, ce qui est important, c'est que ça soit programmé. Ça devait se faire aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis très, très, très content de te recevoir. Merci beaucoup. Bienvenue dans l'Actu Club, car c'est là que tu... Clap. Jingle, let's go. We make it clap. We make it clap. Très très content de te recevoir. Ben, on a pu se rencontrer grâce à Cérine qui m'a contacté la veille pour le lendemain. Elle m'a dit écoute, il y a un film et tout, faut que tu viennes, j'aimerais trop que tu sois dessus, que tu viennes voir, tu donnes ton avis, tu rencontres aussi les réalisateurs et aussi une des actrices qui a un rôle très important dans le film. Voilà, donc on s'est rencontrés sur justement la journée de découverte sur The Opera, qui est un film dans lequel tu as participé. Un film qui est très touchant, avec une très très belle histoire d'amour. De toute façon, Tu as beaucoup pleuré. j'ai pleuré, honnêtement. Je suis méchante. Non, c'est vrai que j'ai une très grande émotion à la fin parce que, bon, déjà, moi, de base, je suis un très, très grand fan d'opéra, même si ça se voit pas comme ça. Merci d'ailleurs à ce prof, si je me trompe pas, c'est Monsieur Gambotti, Ah, je j'ai crois. pensé Timothée Chalamet, non. Non, non, c'était non, pas non, ça, on va y venir juste après. Non, mais merci à ce prof qui m'a fait découvrir justement, je crois, en cinquième, l'opéra. C'est vrai qu'il y a une très très grande histoire d'amour entre moi et l'opéra. Et du coup, forcément, le fait de voir l'opéra en film, en fiction, parce qu'on a vu plein de comédies musicales, mais c'était rarement de l'opéra. C'est souvent des comédies musicales sur autre chose, mais l'opéra qui est quand même la base d'énormément de choses dans ce monde artistique. J'ai été très touché, surtout dans la scène de fin, mais on prendra le temps d'en discuter tranquillement. Voilà. Aujourd'hui, comme tu le sais, tu as été invité justement dans l'Actu Club pour parler de ton parcours. Moi, je trouve que c'est toujours important de mettre en avant le parcours des acteurs, des actrices réelles ou toutes les personnes qui font partie de ce domaine du cinéma. Donc forcément, on va retracer ton parcours et savoir en fait à quel moment le cinéma est tombé dans ta vie. Quand tu étais petite, est-ce que tu as commencé par du théâtre? À quel moment le côté artistique il est venu dans ta vie? Alors, il est venu assez tard parce que mon rêve, donc je suis née en Sardaigne, à Cagliari, en Italie, et j'ai toujours rêvé d'être médecin. D'accord. Et mon rêve, c'est de devenir pédiatre. Et donc après mon lycée classique, j'ai fait en Italie, c'était l'idée de rentrer dans une université de médecine. Et donc j'ai passé, en fait, en Italie, je pense que aussi en France, l'université de médecine est un numéro fermé. Donc il faut faire un test, et le premier test, je ne l'ai pas passé. Donc je suis rentrée en biologie, j'ai donné maths, physique, chimique, qui sont les mêmes tests en biologie pour la médecine, donc ils m'auraient convalidé après à l'université de médecine. Et pendant cet été, j'ai étudié, mais en même temps, j'ai participé au concours de Miss Italie, Ok. 1997. Et donc, je suis arrivée cinquième en Italie, j'ai gagné un contrat de cosmétique. Et après, j'ai repassé le test et je suis arrivée sur 1207e. Ok. Et il prenait que 200 places. Donc, au numéro 7, je suis née en 77, donc... et après 007. Le numéro 7 est vraiment très présent dans ma vie. Bref, et donc je ne suis pas passée. Et donc je suis partie à Milan en tant que mannequin. Et j'ai découvert, donc à plus de 20 ans, à 20 ans, le théâtre. Et donc j'ai commencé, mais c'était vraiment par hasard parce que sincèrement, partir de la Sardaigne pour être mannequin, dans ma tête, c'était juste, on s'amuse un mois, 2 mois et après je rentre. Et je voulais m'inscrire à l'université de lettres anciennes pour devenir archéologue. D'accord. Et donc c'était vraiment pas du tout, alors l'idée d'être actrice, jamais, jamais dans ma vie. Et j'avais rencontré, maintenant il n'est plus là, un metteur en scène de théâtre à Milan. Qui m'a commencé à donner des cours de diction et petit à petit m'a fait vraiment lui découvrir le théâtre et j'ai commencé à travailler au théâtre et donc j'ai commencé en 2000
Les cours de diction, c'était pour... Pour enlever l'accent sarde. D'accord, ok, ouais, Parce que forcément... chaque région, bien sûr, comme en France, il y a un accent assez important. Et si tu n'es pas né, on va dire, à Rome, à Florence, où l'accent plus ou moins est accepté, l'accent sarde n'est pas du tout accepté, au moins que tu restes avec des rôles très locaux. Et donc, tu étais obligé de faire des cours d'édiction. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Et donc, mes premiers pas, c'était vraiment au théâtre. Et donc, c'était en 2000 que j'ai joué 10 petits nègres, que c'est les 10 petits indiens des Agatha Christie. Et c'est la première pièce que j'ai jouée dans ma vie. Et c'était une révélation pour moi. Mais comme tu as dit, quand tu es parti de justement ta région, tu es parti pour devenir mannequin. Oui. Mais en fait, comment justement cette personne t'a approché pour te mettre dans le cinéma? Parce que des fois, il y a des gens qui ont des anecdotes où des fois ils marchent dans la rue, il y a une personne qui les remarque, ils disent toi, t'es fait pour faire du cinéma. Alors non, c'était Comment ça s'est jamais un truc du cinéma. En fait, j'avais 14 ans quand ils m'ont arrêté pour participer au concours de Miss Italie. Ok. Donc une fois que j'ai fait beaucoup de défilés en Italie, un peu amatoriel, mais c'est pas loin. Et donc une fois que j'étais à Milan, c'était encore mannequinat grâce à Miss Italie parce qu'une agence de mannequins m'avait vu pendant le concours. Et après, j'ai vraiment commencé à travailler au théâtre. Grâce à cette personne, parce que je devais enlever, si je voulais un peu travailler encore plus, la télé, ça m'a jamais vraiment intéressée. Même si j'ai travaillé comme danseuse à la télé italienne, pas très flatteuse, on va dire. Parce que télé italienne, en tant que danseuse, t'as pas une idée, non? Non, c'est bien. Il reste dans ton ignorance de la télé italienne, parce que c'est pas vraiment très glorieux. D'accord. On va dire, on est à bikini et tout ça, c'est pas glorieux du tout. Ça a un peu changé, mais pas énormément, en fait, malheureusement, au bout de plus de 25 ans. Et donc, c'est pour ça, ils m'ont fait mon agence de mannequinat. Quand j'ai commencé à comprendre que je gagnais bien un peu ma vie grâce au mannequinat, j'ai décidé de rester là-bas. Et donc, mon agence, il m'a donné le contact de ce metteur en scène de théâtre pour l'addiction. Et c'est lui qui m'a dit pourquoi je cherche le jeune rôle de la pièce d'Agatha Christie. Pourquoi tu veux pas essayer? Donc, j'ai commencé à faire des cours avec lui et après, des cours de théâtre à Rome. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et quand il t'a proposé le rôle, tu t'es dit pourquoi pas? Genre, je tente ma chance ou t'as eu une petite réticence avant en disant j'ai jamais pensé je tente ma chance. C'est ça la chose. J'ai jamais pensé de faire une carrière derrière. Encore aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi je suis ici. Tu vois, moi, dans ma tête, je suis un pédiatre manqué. D'accord. Et dans ma tête, je pense toujours que notre vie, c'est un fleuve. Et on est sur un petit bateau. Et nous, on rame. Et à un certain moment, le courant du fleuve t'amène quelque part. Mais ce n'est pas moi qui ai décidé de tourner dans les trucs comédiennes. Ce n'est pas moi. Ça, je le dirais pour le reste de ma vie. Je n'ai jamais essayé, je n'ai jamais fait un plan carrière. Ça se voit parce que je fais tout et n'importe quoi, un peu à droite, à gauche dans le monde. Il n'y a vraiment pas un plan carrière. Il y a vraiment le rôle qui me touche, les choses intéressantes où je peux raconter des choses. Et ça n'a jamais été un plan de carrière. Toi, tu as dit, je tente ma chance. Bah non, je n'ai pas pensé à ça. Tu t'es vraiment laissé porter, en fait. Il y a quelqu'un, oui, il me propose ça, j'ai dit, ok, je vais essayer, mais je n'ai pas tenté ma chance pour devenir actrice. C'est-à-dire qu'après ce rôle, toi, tu l'as fait et tu t'es dit... Et après, j'ai commencé à travailler, j'ai dit, ok, ça pourrait être un vrai travail. Donc, comme un vrai travail, je dois apprendre. Donc, je suis partie dans une très importante école de théâtre et de cinéma en Italie, de Francesca De Sapio, qui a travaillé pendant très longtemps à l'Actors Studio de New York, avec Lee Strasberg. Et donc, j'ai travaillé avec elle pendant 3 ans. J'ai commencé à faire les premiers castings avec elle. Mon premier film, c'était avec Dino Risi, qui était un grand metteur en scène italien. C'était son dernier film, mon premier film. Et donc ça a commencé comme ça. Mais ça n'a jamais été, je tente ma chance. Et encore aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi la chance m'a touchée. Voilà. En fait, ce qui est impressionnant, c'est que comme tu as dit, toi, tu l'as fait en disant que ça peut devenir un métier duquel tu peux vivre. Mais après, justement, tous ces rôles-là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu t'es dit, je continue à aller vers des castings ou tu t'es dit, je me laisse vraiment porter?
par... De casting était obligé, surtout aujourd'hui, encore plus. Ça a toujours enchaîné à un certain moment. Je sortais de l'école de théâtre et j'avais rien. Donc, je passais des castings, mais j'avais 0 CV. J'avais juste l'école de théâtre et ma pièce de théâtre à Milan. Et donc, je me présente devant Dino Risi, qui c'est un immense metteur en scène italien de l'époque, surtout, des grandes époques du cinéma italien. Et qu'il me dit, t'as rien. Et j'ai dit, oui, j'ai rien fait. J'avais 20 ans, 21 ans. Et donc, il m'a dit, va là-bas et travaille cette scène et tu reviens. Donc, je fais cette scène. Et pour ce rôle-là, une actrice était déjà choisie. D'accord. Et donc, il appelle son assistant et il dit, tu élimines l'autre actrice. Je suis désolée pour elle. Et on prend elle. Et donc, après ce tournage-là, en fait, j'allais en Italie avec l'école de théâtre et Dino Risi, qui c'est, je répète, un immense metteur en scène. Donc là, ça m'a immensement ouvert les portes. Et donc, j'ai commencé à faire des castings. J'ai été prise dans une grosse série de la RAI à l'époque, quand Christian Clavier, Oui. avec Guy Bonnet, c'était son agent, qui est devenu après mon papa français, qui malheureusement n'est plus là. Il cherchait une actrice pour jouer le rôle de la sœur de Jean Reno dans l'enquête corse. Et donc, j'ai rencontré Christian Clavier en Italie, à Rome, et je ne parlais pas un mot de français. Et je parlais qu'anglais avec lui. Donc, il m'a dit, ça va? Je ne sais pas qu'est-ce que c'était, ça va. Et donc, il m'a dit, on a parlé anglais. Et après, il m'a dit, écoute, tu ne parles pas français, donc il y a un vrai problème. Mais le fait que tu es sarde, ça pourrait jouer le fait qu'on cherche une Corse. Et donc, j'ai mis vraiment les fesses sur la chaise. J'ai commencé à travailler. J'ai passé 4 castings. D'accord. Et c'était casting pour voir mon niveau de français. Et petit à petit, après, j'ai eu le casting pour l'enquête corse. Je suis partie toute seule pendant un mois en Corse pour essayer d'avoir l'accent. Je ne suis pas arrivée. Après, il est prononcé, l'accent corse. Mon français était trop faible encore à l'époque pour comprendre l'accent corse. Et donc, après l'enquête corse, j'ai reçu un film qui s'appelle Des jours et des nuits d'Étienne Chabert avec Stéphane Fraisse. Après ce film-là, j'ai reçu L'amour aux trousses avec Dujardin et Pascal Elbé. Pendant le tournage de L'amour aux trousses, l'enquête corse est sortie et c'était un immense succès. Je suis restée à Paris. Donc depuis tout ce temps, tu es à Paris? Depuis 2003, je suis à Paris. Impressionnant. La barrière de la langue, ça a été compliqué pour toi? Parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé de l'apprentissage parce que, comme tu as dit, de base, ça partait d'un métier. Et après, c'est un métier que tu as vraiment pris à cœur parce que tu t'es dit, il faut même que je me mette à apprendre le français. Ça a été quelque chose de dur pour toi C'était très dur parce que je ne peux pas dire que je suis vraiment très douée en langue, parce qu'il faut vraiment se mettre... j'ai pas un oreiller absolu, ça se voit parce que mon accent au bout de tout ce temps est encore là. Mais je peux dire encore, j'ai déjà dit, c'est la faute du fait que je ne sais pas que Dalida et Jacques Brel ne sont pas vraiment français. Et donc, j'ai travaillé sous leurs chansons et donc, voilà, j'ai un mélange d'accents un peu bizarre. Et donc voilà, faut vraiment... Je pense que quand tu as un vrai but dans la vie, tu n'as pas d'obstacle. Tu arrives à les enlever un après l'autre parce que je voulais vraiment... En Italie, à un certain moment, j'ai passé les castings et je ne les gagnais pas. Et donc, j'avais vraiment un vrai cadeau. J'avais un vrai cadeau. Il aurait dû juste faire comme ça pour ouvrir les cadeaux. Et c'était l'enquête corse. Donc, j'ai dit, il faut absolument que j'arrive. Et en fait, je crois que dans la vie, chaque fois que j'avais un défi aussi important, comme dans un film Deep, où j'ai dit que je savais nager et je ne savais pas nager, et j'étais une championne d'apnée, et j'avais vraiment peur de l'eau. Et maintenant, c'est mon premier élément. Et donc, en fait, je crois que quand tu as un vrai but dans la vie, il n'y a pas d'obstacle. Est-ce qu'il y a une différence pour toi entre le cinéma italien et le cinéma français dans les jeux que tu as pu, enfin dans les rôles que tu as pu interpréter? Est-ce qu'il y a une grande différence ou pas? Parce que c'est vrai que moi, le cinéma italien, je découvre que maintenant. Parce que c'est vrai que j'ai pas pu voir énormément de films vraiment 100% italiens. J'en ai vu quelques-uns, mais c'était soit franco-italien, mais il n'y avait jamais 100% Italie. Est-ce que pour toi, ça a été quelque chose de simple ou compliqué? Alors, il n'y a pas vraiment... Je trouve que c'est vraiment d'un projet à projet. Ça dépend du metteur en scène, ça dépend de la production, ça dépend
De combien le budget il est dedans. Donc, j'ai eu la chance de travailler vraiment un peu partout, entre la Chine, des tournages en Chine, en Inde, à Buenos Aires, au Canada, en Angleterre, aux États-Unis, vraiment en Espagne, en Grèce, vraiment partout. Et c'est vraiment chaque fois au niveau de production, je trouve. C'est pas vraiment une différence. La vraie différence entre l'Italie et la France, et là vous êtes étonnés, c'est la bouffe, la cantine. Parce que en Italie, il y a vraiment des trucs dégueulasses. En fait, on donne des cestini, c'est de la nourriture dans les boîtes, Ouais. et on donne ça. Et en fait, en France, il n'y aura aucun technicien français qui aurait accepté de tourner dans un film où il y a de la nourriture dans la bouffe, en fait. Et là, je viens de terminer une production américaine des Scorsese en Italie. Et ben voilà, même la production des Scorsese, on avait la gamelle dans la bouffe. Donc, sincèrement, la bouffe dans la gamelle. Donc, sincèrement, c'est vraiment... La vraie différence, je trouve, c'est surtout la cantine. Après, je sais que comme tu as dit, maintenant tu es en France depuis 2003. Est-ce que tu as senti aussi une différence au niveau de ta notoriété? Parce que je sais que des fois, quand on vient d'un pays et on va dire qu'on réussit dans un autre pays, on a tout le soutien du pays avec nous des fois. Est-ce que c'est le cas ou pas du Pas tout? de mon cas, non. Parce qu'en Italie, je ne peux pas dire que je suis connue, je ne suis pas un inconnu, mais je n'ai pas fait énormément de choses. J'ai travaillé beaucoup, beaucoup au théâtre en Italie plus qu'autre chose. Je pense que la vraie notoriété est arrivée, bien sûr, mondialement parlant, avec Casino Royale. Mais pour le reste, je suis pas arrivée en France en étant une immense star italienne. Et je ne le suis pas encore, je ne le serai jamais, je pense. Donc, c'est surtout à mon âge. Donc voilà, donc c'est ça que je ne suis pas arrivée en disant, OK, je suis connue dans mon pays, mais non, je viens pour être connue dans un autre pays. C'est pas comme ça. Et encore, je pense que ma notoriété, pour qui m'y connaît, c'est vraiment lié surtout à Casino Royale. Il y a des gens que pour la France, je ne suis plus la fille de l'enquête corse. Mais, Ok. mais mondialement connue, c'est grâce à Casino Royale. Donc je pense et surtout est arrivé après mon installation ici à Paris. Donc c'est totalement différent. Et même avec ce film, tu t'es pas dit qu'à un moment donné, que actrice, c'était une vocation ou quelque chose que tu voulais vraiment faire? Que c'était Toujours pas... pas. Toujours pas jusqu'à maintenant. Non, toujours pas. Je me sens toujours un médecin raté. C'est ça la chose. Mais en fait, ce qui est drôle, c'est que tu dis ça, mais à contrario, tu dis que tu es un médecin raté, mais quand on voit ce que tu partages sur tes réseaux, tu propages énormément En fait, tu essayes de protéger énormément de personnes, donc tu es toujours dans cette bienveillance. Parce que je sais que, par exemple, sur tes réseaux, je vois que tu partages souvent, en fait, des animaux qui sont battus et que tu défends énormément cette cause-là. Et je pense que c'est peut-être aussi lié à ça. Bah alors, je pense que la vie m'a donné voilà, une autre façon. D'abord, je suis marraine de l'AMREF, qui est la plus grande ONG de santé africaine. Et drôlement, l'AMREF est la plus grande ONG de santé. Donc, on parle de la formation de médecins en Afrique. Et donc, c'est très important, et surtout des femmes et des enfants. Donc, je pense que la vie m'a donné une deuxième chance de pouvoir aider les enfants aussi, pas en étant aussi que médecin, même si ce n'est pas direct, mais dans une autre façon. Et oui, après les animaux, c'est un peu ça, je pense. Et je pense que c'est dommage, je ne vais pas faire des critiques, mais tous mes collègues qui ont une immense notoriété, qui ne l'utilisent pas, c'est vraiment dommage. Après, bien sûr, l'argent qu'ils peuvent donner, qui s'est caché, c'est autre chose, ça, c'est très bien. Mais je pense que... surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, dans un côté, c'est pour être très mauvais, mais en fait, si on utilise avec intelligence, ça peut être vraiment un immense outil pour utiliser et pour aider surtout les jeunes à changer la mentalité. Et du moment qu'on est tout le temps collé à ce téléphone et aux réseaux sociaux, on a un vrai pouvoir. Et les gens qui ont une vraie, pas comme moi, mais une vraie immense notoriété, choisissez une cause. Ce n'est pas la cause de l'AMREF ou des animaux. Choisissez une cause et essayez d'instruire aussi et de donner des idées du bien, qui sont du bien aux jeunes, qui sont de temps en temps un peu vides, qui n'ont pas surtout des buts dans la vie. Parce qu'aujourd'hui, aussi à cause des réseaux sociaux, ils passent des heures sans rien faire. C'est vrai. Et peut-être, ils pourraient lui dire, sors de toi, regarde ce qui est autour de toi et cherche de
t'engager pour une cause. Il y a, malheureusement, moi j'ai dit, qui est croyant ou pas, Dieu s'est amusé à nous créer de façon extraordinaire, mais c'est aussi amusé à nous donner plein de merde. Beaucoup et trop. Et donc, il faut vraiment choisir ce qui nous touche le plus. Et sortez, faites des choses pour que votre vie ne reste pas inutile, vaine et superficielle. Et malheureusement, il y a plein de collègues que c'est un peu... c'est du dommage. C'est dommage, ils passent à côté de quelque chose. Pas pour faire de la pub pour Odyssée, mais je trouve que Matt Damon, il a fait la meilleure pub pour son film, de Nolan, comme on parlait tout à l'heure. Lui aussi est engagé avec la cause animale. Et il est en promotion, il est allé dans un refuge et a dit adopter les animaux et tout ça. Ils font une interview et il a parlé du chien d'Ulysse, d'Argo et tout ça. Et donc j'ai trouvé que c'était la façon la plus intelligente de faire de la promo. Et ce qui me reste de toute la promo, tapis rouge, magnifique robe et tout ça, c'est ça qui me reste. C'est qu'il est arrivé à trouver, bien sûr, après là c'était facile avec les chiens d'Ulysse, mais voilà, sortez de chez vous et essayez de faire quelque chose pour ce monde qui ne va pas aussi bien. En fait, ce que j'aime avec la beauté du cinéma, c'est qu'on peut véhiculer énormément de messages en fait, à travers le cinéma. En fait, quand tu me parles de la défense par rapport aux animaux, je sais qu'il y a aussi James Gunn qui le fait. Il l'a fait dans Les Gardiens de la Galaxie 3, où il a vraiment mis en avant en fait, cette cause, en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte. Et merci, en fait, déjà, surtout aux personnes comme vous de faire ça, parce que moi, j'aime énormément les animaux, surtout les chats. Les chats, c'est vraiment... J'en ai 4 à la maison. Moi, j'aime trop les chats. Je dois aller récupérer 2 chatons que j'ai toujours pas récupérés. La personne qui sait que je dois les récupérer, je vais venir les chercher, parce que c'est important pour moi. Et puis même les chats, en termes de... Ils sentent, en fait, qu'on n'est pas bien. Enfin, avec les animaux, il y a quelque chose, en fait, de magique qui, même, des fois, on n'a pas avec l'être humain. C'est ça qui est... complètement fou des fois. C'est le contact à la nature en fait. Exactement. Aujourd'hui, je viens de faire une autre interview pour les animaux, enfin en Italie, La Repubblica, un journal très important. Il dédie une page pour les animaux tous les jours. Et ça veut dire que ça commence à réveiller, mais malheureusement, au-delà des abandons, on a de maltraitances monstrueuses. Et moi, il y a 6 ans, je n'avais rien à foutre des animaux, mais totalement. Et en fait, je me suis rendu compte, c'est un immense cadeau que mon mari m'a fait, me connecter à la nature en fait. Parce qu'il y a un vrai problème, c'est que nous, humains, on pense que du moment qu'on est l'animal la plus intelligent, on peut tout détruire, on peut mettre du ciment partout et on s'en fout du reste. Et en fait, non. Parce que si on détruit la nature, les animaux et tout ça, on va se tuer nous-mêmes. C'est mathématique. Et en fait, on n'a pas encore compris ça. Et avoir un animal à la maison et grandir avec l'animal, ça nous reconnecte dans ce cercle qui s'appelle la nature. L'existence... même de notre essence. Donc c'est vraiment très compliqué que pendant plus de 42 ans de ma vie, j'étais vraiment éloignée. Et donc je me sentais un peu comme une espèce, pas dire de robot, mais pas loin, parce que je n'étais pas connectée à la nature. Et ça me manque, et maintenant je comprends que ça m'a manqué énormément, autant qu'être humain. En fait, ça a manqué une partie de moi. Et cette reconnexion, elle t'a aidé avec ta carrière d'actrice ? Totalement. Parce que je pense que j'ai beaucoup plus d'empathie qu'avant. Et si tu n'as pas empathie autant qu'actrice, c'est un peu compliqué. Parce qu'on ne peut pas vivre toutes les vies qu'on cherche d'incarner. Et si tu n'as pas une empathie sur la vie de quelqu'un d'autre qu'on ne connaîtra jamais, tu ne peux pas faire ce métier. Et donc l'empathie avec l'animal, ça nous développe encore plus l'empathie vers tous les êtres vivants. Et donc, c'était un immense cadeau, en fait. Je me sens beaucoup plus vivante, en fait. C'est ça, la différence. C'est beau. C'est vraiment beau. C'est vraiment incroyable. Après, je passe beaucoup de fois à l'aspirateur chez moi, mais ça fait partie du jeu. Forcément, je vais revenir parce que, comme tu as dit, depuis l'âge de 20 ans, tu es dans ce domaine. Est-ce que toi, en tant que femme, ta carrière d'actrice a été facile ? Est-ce que tu as rencontré des difficultés en tant que femme ? C'est important en fait d'en parler parce qu'il y a énormément de femmes qui des fois ont des surprises encore jusqu'à aujourd'hui avec des gens liés au cinéma qui vendent beaucoup de rêves, qui donnent des rendez-vous à certaines heures. Tu te dis, tu comprends pas pourquoi parce qu'on vient parler d'un rôle que tu me proposais mais tu me donnes le rôle à 22h. Tu me donnes le rendez-vous à 22h. Je suis un peu partagée sur ça. Et je sais que pas tout le monde sera d'accord avec moi, mais c'est important. Alors,
comme je t'ai dit, j'ai déjà dit ça. J'étais approchée par quelqu'un qui s'occupait du concours des Miss Italie, j'avais 14 ans. Cette personne, quand elle a su mon âge, la première chose qu'il m'a demandé, c'est « Ah, il faut que je parle avec tes parents. » Mes parents qui ne sont pas du tout de ce milieu, sont des gens normaux, travail normal, ils m'ont jamais lâché. Jamais. J'ai fait plein de rendez-vous, j'ai fait plein de mannequinat, j'ai fait plein de défilés partout. Ma mère m'a jamais lâché. Alors moi, je me demande, et je ne vais pas accuser donc les metteurs en scène qu'ils ont abusé. Non, bien sûr. Ça, c'est bien sûr en prison, on jette la clé, bien sûr, au revoir. Mais moi, je me pose la question, et je sais que malheureusement, il y a des parents qui ne sont pas vraiment présents dans la vie. Ils font des enfants et après, bonjour, on laisse dans la nature. Mais ça aussi, quand même, nous on dit la patria potestà. Ça veut dire que l'enfant, jusqu'à 18 ans, il est sur la tutelle des parents. Alors les parents, ils ne sont pas appliqués à la cause. Ils sont, pourquoi tu laisses ta gamine à 15 ans aller dans la maison d'un metteur en scène pendant 1 an, 2 ans, les week-ends? Je ne comprends pas ça. Donc il y a un vrai problème par rapport à ça. Si tu fais un gamin et tu penses qu'il voudrait commencer cette carrière, jusqu'à ses 18 ans, tu la lâches jamais, jamais, jamais. Aujourd'hui, les lois sont changées, mais moi, je te parle il y a 25 ans, plus. Donc, j'en ai 48, et donc ça date quand même, ça fait plus de 25 ans, ça n'existait pas tout ça. Et ma mère, il m'a jamais lâché. Donc, s'il vous plaît, aujourd'hui, heureusement, les lois sont beaucoup plus proches. Donc, s'il y a un metteur en scène qui doit rencontrer, ou dans un tournage, bien sûr, les parents, ils sont toujours là. Mais vous étiez où, les parents? Pourquoi vous avez laissé votre gamine ça? Ne justifie pas les monstres. Mais, première chose. Après, pour qui veut commencer ses carrières, il faut aussi allumer le cerveau. C'est pas parce que c'est le cinéma qui vous appelle, tout est doré, il faut dire absolument oui. À un certain moment, allumer le cerveau. Si quelqu'un me dit, viens dans ma chambre d'hôtel, viens chez moi à 21h, 22h, à 1h du matin, c'est un cas un peu space. Donc, il faut vraiment essayer aussi de comprendre que ces métiers, on ne doit pas tout accepter. Même si j'avais fait un casting d'un metteur en scène très important, et à un certain moment, il m'a demandé de me dénuder au casting, et j'ai dit non. Même, j'ai raté le rôle, mais on s'en fout. On s'en fout. Ma dignité, c'est la première chose. Donc, c'est pas parce que le cinéma nous appelle qu'à l'époque et aujourd'hui, on peut tout accepter. Donc, il faut juste aussi comprendre. Et après, je sais que les jeunes, ils ne viennent pas dans tous les milieux, ils viennent des milieux qui sont un peu plus compliqués et c'est pas facile de comprendre. Et alors là, je ne sais pas quoi dire. Les parents, on les abandonne. Leur culture, ils disent oui, au cinéma, je vais devenir connu, c'est la chose la plus importante au monde. Mais après, les conséquences sont graves. Donc, c'est très complexe parce que je sais qu'encore aujourd'hui, ça peut arriver des gens qui profitent, qui sont des monstres, qu'il faut absolument arrêter. Mais en même temps, moi, à 14 ans, j'avais déjà ma tête. Mais parce que j'ai eu la chance d'avoir une famille présente qui m'a montré les dangers. Bien sûr. Quand un gamin il grandit sur Internet, ils ont envie de tenter sa chance et de devenir connu, et ils disent de toute façon, moi, ça ne m'a jamais arrivé, une viol et tout ça, bah, ça peut arriver. Et donc, c'est vraiment très complexe. Si tu n'as pas les outils pour être fort et pas tomber dans le piège parce que j'ai envie d'être connu et donc j'accepterai n'importe quoi, bah, c'est compliqué. Donc, c'est pas facile de dire il n'y a pas une seule couleur, en fait. Le problème est extrêmement nuancé. Et donc, il faut avoir des valises fortes dans ce métier parce que l'appel à la gloire, elle est forte, mais pas à n'importe quel prix. C'est que des fois, en fait, il faut être très éveillé sur les choix qu'on fait, en fait, en fonction de ce qu'on veut vraiment faire. Parce que oui, comme tu l'as dit, il y a des personnes qui vont profiter des fois de leur notoriété, qui vont te balancer des mensonges en te disant oui, je vais faire de toi une star, etc. Mais tu dois passer par telle ou telle chose. Des fois, c'est un peu complexe. Ça n'existait pas, en fait. Les gars, ça n'existait pas. Et moi, dans tout ce que j'ai fait, dans les mondes entiers, du théâtre, dans la télé, cinéma, blabla, dans les mondes entiers réellement, peut-être parce que j'ai un caractère trempé, parce que j'ai des valises fortes, mais j'ai jamais eu quelqu'un qui m'a proposé des choses bizarres. Parce que je pense qu'ils savaient qu'ils arrivaient à une claque au pire. Oui. On va pas jouer. Et malheureusement, ces connards, ils sont la proie.
En fait, j'ai 4 chats. Un chat, il est bien. L'autre, il sort pas jamais les griffes. Et les 2 autres femelles, elles le sont. Et les fracassent à chaque fois. Et malheureusement, les 2 chats, ils sentent qu'elle est les plus faible. Ouais, c'est ça. C'est... Donc c'est vraiment la nature. Et t'as beau à dire, Choupinette, sors tes griffes et tu les as. Bah, elle les fait pas. Parce que c'est sa nature. Parce que sa nature est trop gentille ou je sais pas. Et donc malheureusement, il faut ressortir la griffe avec intelligence et comprendre quand c'est l'air. C'est partir ou de pas y aller. Ou du moins, il faut au moins que ces personnes-là, si de elles-mêmes, elles n'arrivent pas, par exemple, à prendre des décisions ou, comme tu disais, sortir les griffes, au moins qu'elles soient bien entourées. Parce que des fois, en fait, avoir un bon entourage, ça joue énormément. Bah, c'est l'entourage de personnes qui connaissent et qui sont intelligents, j'espère, qui disent oui, mais c'est pas grave, vas-y, de toute façon, après, tu verras, il va te donner la gloire que tu demandes. Bah, non, c'est bête. C'est pas vraiment ça. Et tous les gens qui font des promesses comme ça sert à rien. La gloire arrive après. Ça peut être un film, après il faut continuer, parce qu'être toujours dans l'onde, dans la vague, il faut vraiment continuer après. C'est pas un film qui te donne la notoriété, il faut continuer des années. Regardez, quand on regarde les stars aujourd'hui, ça fait combien de temps qu'ils travaillent derrière. C'est vrai que ça fait énormément de temps. Donc c'est pas one shot, il faut penser au long terme. Et en fait aujourd'hui, on pense à court terme pour être connu tout de suite, mais c'est pas comme ça qu'on construit une carrière. Une carrière se construit avec le temps et l'endurance. Très important. Oui. Très et important. Les difficultés. Oui. Parce que c'est un métier... De toute façon, pour viser la réussite, ça en fait partie des difficultés. Il t'appelle, tu oublies. T'as un an que tu regardes ton plafond sur le canapé, 2 ans, 3 ans, et après il te rappelle, tu remontes. Ah, je dis putain, là on est bien. Bah, là ça va continuer. Et bizarrement, au bout de 10 projets, t'as un truc qui bloque, et bah, ça bloque tout. Et là, t'as pendant 1 an, tu remontes, ah putain, là le plafond, il a une crêpe là. 2 ans, 3 ans, et après il te rappelle. Et en fait, c'est très bizarre, il faut être aussi assez costaud, les fameuses valises, parce que même quand tu travailles au-delà des promesses des gens à la con, bien sûr. Bah, il faut vraiment être toujours là. Et en Italie, on dit un truc, il faut être dans l'ascenseur. Si tu es dans l'ascenseur, que tu remontes ou que tu descends, c'est pas grave, mais il faut être dans l'ascenseur. Si tu sors, c'est foutu. Ben voilà. Une très très belle phrase à retenir pour se motiver tous les jours. C'est important. Forcément, on va parler de The Opera, voilà, le rôle dans lequel tu as pu jouer, le film surtout dans lequel tu as pu jouer. Comment elle s'est faite justement l'approche? Est-ce que tu as été contacté? Est-ce que tu as fait un casting pour The Opera? Comment ça s'est passé? L'anecdote, l'aventure, sachant que les réals, c'est des amours à qui on fait une belle dédicace. Ils sont tellement gentils. Davide Livermore et Paolo Jepcook. Alors, non, ça n'a pas fait avec un casting parce que Davide et Jep, en 2020, donc, alors, pour les gens qui ne connaissent pas, donc c'est leur premier film. C'est un peu space, mais c'est leur premier film. Ils sont des immenses metteurs en scène, surtout Davide de théâtre d'opéra. Donc, David a fait 4 fois la première à la Scala de Milan et il fait des opéras dans le monde entier. Et Jep, c'est l'immense metteur en scène qui fait tous les virtual sets autour de ces magnifiques mises en scène d'opéra. Et ils sont lancés dans cette aventure. Et donc, moi, je l'ai rencontré parce qu'ils devaient faire encore une ouverture de la Scala de Milan en 2020. Et malheureusement, plus de 30 membres de l'orchestre de la Scala, ils étaient malades. Et donc, ils ont pensé de faire des patchwork, des petits morceaux de tous les plus grands airs d'opéra et de ballet, et donc le faire ensemble. Donc, les gens ne se voyaient pas, en fait. Il y avait des micro-tournages à la Scala de Milan. Et appeler 4 acteurs italiens pour faire le lien entre les deux, les patchwork, avec des monologues. Okay. Et entre les 4 acteurs, il y avait moi. Et donc, j'ai fait les magnifiques monologues de Le Roi s'amuse de Victor Hugo, del Rigoletto, l'opéra de Rigoletto, où cherche sa fille qui a été kidnappée après. Voilà. Et après, ça sera tué. Bref, et donc, je l'ai rencontré. Et pendant ce tournage à la Scala, qui pour moi c'était déjà un immense rêve parce que ma mère était chanteuse d'opéra, donc j'ai grandi dans le monde de l'opéra. Même si je chante comme une cloche, mais ça c'est autre chose. Et bien sûr, c'est pas moi qui chante. Et donc, moi, en tant qu'actrice, c'est normal mettre un pied et tourner à la Scala. Pour moi, c'était un immense cadeau parce que moi, je ne pourrais jamais jouer vraiment à la Scala. Et donc, David et Jep m'ont proposé aussi, ils m'ont dit, on est en train de monter un film. Moi, j'ai dit, bon,
premier film sur l'opéra. Oh, on va pas le faire tout de suite. Et ben voilà, ils sont arrivés à le faire. Et donc, ils m'ont proposé d'abord le rôle de l'espoir, Ok. qui était joué Oui, par la oui, oui. petite fille. Et après, il m'a dit non, on a changé. J'étais très vexée parce que je voulais absolument le rôle d'espoir. Et en fait, ils ont bien fait à ne pas me le donner parce que c'est juste qu'elle soit une petite fille magnifique qui a joué ce rôle. Et donc, le rôle de la concierge que j'ai adoré. Et donc, les tournages étaient juste extraordinaires, comme ce que vous allez voir. Ah, le résultat, ouais, il est magnifique. Vraiment. Bah, c'est quelque chose d'unique. On peut aimer ou pas aimer, mais le film, c'est un ovni. C'est quelque chose que jamais vous avez vu un truc pareil. Non. Je suis désolée, même pas Christophe Nolan, il a jamais fait ça. C'est quelque chose d'unique. Parce que déjà, on est tourné un virtual set qui n'a jamais été fait encore aujourd'hui. Donc, on tournait dans un immense hangar à Turin où ils ont construit un mur de LED de 15 mètres par 8, Ah ouais, quand même. une chaleur monstrueuse à l'intérieur. Et donc, tous ces caméras LED, ils étaient liés à la caméra, qui étaient liés à 5 ordinateurs. Et donc, quand l'œil de la caméra change, tout le LED autour change. Le D'accord. visuel change. Et donc, c'était un truc de malade. Tourner là-dedans, c'était magnifique. Après, bien sûr, mélanger l'opéra avec nous, pauvres mortels d'acteurs normaux. Et sincèrement, c'était magnifique. C'était magnifique. Et comme tu as dit, l'histoire d'Orphée et Eurydice, c'est sublime. Et encore, ils ont fait un patchwork de tous les opéras, les airs plus connus. Et en fait, tous les airs qui racontent des histoires différentes, mais en choisissant les beaux morceaux, ils racontent l'histoire d'Orphée et Eurydice. Et donc, c'est un voyage extraordinaire dans ce monde de l'au-delà. Et donc, je suis la concierge de l'hôtel Hadès, avec des partenariats, donc partenaires extraordinaires. Donc, Mariam Battistelli, qui est Eurydice, qui est une immense soprano. Valentino Buzza qui est Orphée et donc après Rossi de Palma, Vincent Cassel, Fanny Ardant et des acteurs extraordinaires italiens qui m'entourent. Donc c'était et bien sûr tous les vêtements sont Dolce & Gabbana et donc c'était un voyage extraordinaire et se réveiller chaque matin pour aller à travailler dans un tournage comme ça, c'est magique. C'est vraiment je me souviens, je me réveillais à l'hôtel à Turin avec les sourires, avec tellement la pêche de travailler dans cette main qui faisait une chaleur monstrueuse, de travailler là-dedans. C'était magique, magique. Pour les tenues, je comprends mieux, alors c'est Dolce & Gabbana. Ça a tout son sens, parce que les tenues, elles sont dans le film, elles sont magnifiques. Mais tous les vêtements, c'est des Dolce & Gabbana. Et puis même, je pense que comme tu as dit, se lever tous les matins avec des réalisateurs comme eux, c'est juste un pur bonheur. Ils sont d'une bienveillance magnifique. Ça se voit que c'est des personnes qui ont un très grand cœur. Après, je pense que j'ai ressenti quand on a fait le premier échange qu'il y avait beaucoup de fatigue, parce qu'à mon avis, le fait d'enchaîner, de tourner, ça va être compliqué pour eux, mais tu sens une bienveillance énorme à travers ces personnes-là. Ils ont surtout une culture monstrueuse, donc j'ai appris tellement de choses. C'est des vrais passionnés, c'est des vrais passionnés, et à chaque fois, ils te ramènent sur un autre livre, sur un autre opéra, sur un autre truc. Bien sûr, je connais la moitié, un tiers de ce qu'ils racontent, et c'est tellement enrichissant en tant qu'être humain de découvrir des choses comme ça. C'est vraiment un voyage, c'est un voyage onirique qui ont fait dans les films. Donc, pour qui ne connaît pas l'histoire d'Orphée et Eurydice, donc, le jour de leur mariage, Eurydice a été tuée par le dieu de l'au-delà. Et donc, Pluton, il vient la chercher. Et donc, Orphée est tellement amoureux d'elle qu'il décide d'aller au-delà pour rechercher sa femme et la ramener ici, entre les vivants. Et donc, c'est les voyages de ces personnes, l'âme d'Eurydice qui ne croit pas qu'elle est encore morte, qu'elle arrive là. J'ai dit, mais moi, je dois retourner. Mon mari, mon amoureux m'attend. Et moi, en tant que concierge, que je suis horrible. Je lui demande qui c'est. Tu te souviens, tu te rappelles son nom? Eh bien, je ne me souviens plus le nom de son amant. Et dans une scène horrible que je fais avec elle, où je la frappe, c'est horrible. En fait, j'ai dit que l'amour est superficiel, en fait. L'amour, c'est pas superficiel, il est éphémère. Il est très peu de temps, en fait.
C'est tellement parce que l'amour est court dans la vie d'un être humain, d'un être vivant. Donc c'est vraiment très 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 beau et ça fait réfléchir beaucoup et Très belle morale à la fin. aussi l'ego qui rentre après quand lui va pas la reconnaître. Donc c'est vraiment magnifique. C'est un voyage onirique qui fait poser à nous-mêmes qu'un regard beaucoup de questions. Qu'est-ce que ça représente pour toi ou qu'est-ce que ça t'a fait comme émotion, sensation de représenter justement l'opéra au cinéma? Sachant qu'on sait qu'il y a eu une petite polémique avec une personne, Timothée Chalamet, qui a dit que le théâtre était mort, etc. Je suis désolée pour lui parce que déjà, je suis une comédienne de théâtre et moi, au contraire, des gens, ils ont répondu beaucoup de gens ça, c'est que malheureusement, l'intelligence artificielle, il va nous remplacer. Malheureusement, j'espère pas. Mais on demande trop d'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est tellement facile. Et aujourd'hui, je trouve qu'il est encore très mal fait parce que ça se voit que c'est fake. Exactement. Mais malheureusement, il pourrait arriver qu'il va vraiment nous confondre. Et aujourd'hui, il y a des gens qui prennent mes photos en tant que James Bond girl et ils les retouchent en disant oui, mais c'est toi. Je dis oui, mais toi, tu peux me faire des positions. Et c'est comme un tableau. Oui, mais dans les tableaux, on voit que c'est un tableau, que c'est fait par la fantaisie de quelqu'un. C'est toi, tu prends moi en tant que James Bond girl dans la robe de Solange et tu me mets dans des positions bizarres, les gens, ils ne voient pas vraiment la différence et pensent que vraiment c'est moi qui fais ces positions bizarres. Donc c'est ça la chose, la différence, c'est qu'un tableau, je respecte parce que ça se voit que c'est la fantaisie de quelqu'un, mais là, non, parce que là, tu penses que c'est vraiment moi. Et là, tu peux me faire n'importe quelle chose. Donc là, c'est vraiment très, très compliqué. Autant qu'il y ait théâtre, l'opéra, la danse, tout ce que c'est art vivant, je suis désolée, Timothée, il ne pourrait jamais mourir. Parce que tu penses, oui, qu'il y a un peu moins de public pour toi, parce que tu ne vas jamais. Et parce qu'on ne fait pas, même quand une pièce est vue, il fait des tournées des 300 personnes, il ne pourra jamais avoir le nombre des publics des James Bond. Oui. Ça, c'est clair. Mais ce n'est pas parce qu'on ne touche pas le nombre du public de James Bond, ça veut dire qu'il est en train de mourir. Ce n'est pas exactement ça. Et donc, et surtout, tout ce que c'est l'art basique qui vient du théâtre, du ballet, de l'opéra. Donc, je suis désolée, bien sûr, je ne suis pas tout à fait d'accord et il s'est trompé dans toute la ligne, surtout. Et surtout, j'espère que lui puisse y aller parce que les émotions qu'on reçoit quand on va à l'opéra, on va dans un ballet, on voit vraiment l'effort et les vraies émotions que ce n'est pas à travers une caméra, c'est quand même impayable. C'est une expérience à vivre, l'opéra. Moi, en tout cas, comme j'ai dit en début de podcast, je l'ai découvert en 5e. Ça a été une des plus belles choses que ce prof m'a montré. Et je me rappelle, il nous a vraiment sorti. Il a dit, les gars, on va faire une sortie. Vous allez voir ce que c'est l'opéra. Il faut que vous sachiez ce que c'est l'opéra. Mais bravo, c'est professeur. Mais je crois qu'il est italien, parce que Gambotti, c'est italien, non? Comment? Gambotti. Ouais, Gambotti, ouais, c'est comme ça son nom. Je pense. Voilà, c'est peut-être qu'il y a un lien. Mais en tout cas, c'est ce prof-là qui nous a amené en vraiment nous disant qu'il allait nous faire découvrir l'opéra, pardon. Et c'est vrai que l'opéra, ça a été un moment magique. Je ne savais pas ce que c'était une entr'acte. Parce que je ne savais pas qu'à un moment donné, il y avait un moment donné tout s'arrêtait. Je pensais que c'était fini. On m'a dit non, c'est une pause. J'ai dit d'accord, ok, je ne connaissais pas. Mais non, c'était une expérience magnifique. Et The Opera. Et franchement, c'est un film que je recommande tout le monde d'aller le voir parce que voilà, si vraiment vous êtes passionné, vous aimez la beauté de l'art pur, vous pouvez que vous y retrouver en fait à travers ce film qui sort le 2 septembre. Voilà, donc il y a une avant-première. Je pense pas que ce soit ouvert à tout le monde, je sais pas du tout encore, mais je sais que ça sort le 2 septembre au cinéma. Le 2 septembre, oui. En toute la France, en Italie, il est déjà sorti, et là on fait plusieurs. Elle est déjà sortie en Chine, je crois, et au Japon, et là il va sortir encore dans des pays européens, et en France le 2 septembre. Voilà, et je remercie Cérine qui est derrière la caméra, voilà, qui est là justement, qui m'a mis sur ce plan, sur ce magnifique plan, et aussi j'ai un trou. Et Digifilm, c'est ça? Ou production? Ouais, ça, je me suis pas trompé. Hein. C'est que des fois, avec, ça m'arrive d'avoir des blancs. Donc, moi, je remercie toi parce que quand tu venais juste de voir les films et tu t'es vraiment ému. Ouais. Alors là, voir les journalistes, parce qu'on fait quand même, les journalistes, ils sont rarement émus. Alors, te voir ému comme ça pour un film que, bah oui, on peut dire un peu difficile par rapport au reste. C'est pas un film avec Matt Damon et voilà. Et donc, c'est vraiment merci. Je te remercie pour ta sensibilité. De rien. Je remercie ton prof.
Et parce que c'est vraiment un film qu'il faut aimer, il faut vraiment détacher. Il ne faut pas s'attendre des choses qu'ils ont déjà vues, mais il faut vraiment se faire envahir par les images, la musique et les talents de mes collègues et des metteurs en scène qui ont... Voilà, c'est l'art pur et on respire l'art dans toute sa beauté et bien sûr l'amour avec la A majuscule. Ah, de toute façon, l'amour, c'est ce qui prime surtout dans cette vie. Hein. L'amour, c'est la base de tout pour moi, en tout cas. Je vois les choses comme ça. Et même pour l'émotion, j'ai les preuves. Hein. J'ai envoyé des messages à Cyrine, je lui ai dit, le film, il est en plein film. Je dis, pour l'instant, je suis à fond dans le film, il est incroyable, il est magnifique. Donc, non, c'était une très belle expérience. Et on souhaite encore qu'il y ait des films de ce style, en fait, qui prennent vie, en fait, au cinéma. Parce qu'on sait que maintenant, tout passe par l'audiovisuel, par le visuel. Donc, je sais que voilà, le cinéma, c'est une grande force aujourd'hui. Donc, si on peut continuer à faire ce genre de film au cinéma, allez-y, faites-vous plaisir et amenez entre guillemets la beauté pure de l'art là, dans la fiction parce que nous on a besoin de ça. Ça fait du bien et c'est surtout qu'il y a une très belle morale à la fin, c'est très très positif donc voilà, je recommande à tout le monde d'aller voir ce film, vraiment. Et pour qui a un cœur sensible, des mouchoirs. Ouais, très important aussi. En tout cas, merci. Merci à toi d'être. Je sais pas s'il y a des actualités qui vont arriver pour toi par la suite, si tu as d'autres projets qui arrivent. Oui, je pense qu'il y a pas mal de choses. J'ai des films français qui sont en train de sortir aussi cet hiver. Et après, la série que je viens de tourner. Et donc, oui, j'ai différents projets encore. Voilà. Donc, il y a Fausse Note d'Alexandre Arcadi. Il y a Forty Love. Et avec Guillaume Canet et après la série The Saints de Martin Scorsese. En tout cas, comme tu as dit, pour un médecin, ou je sais plus comment tu as formulé le raté, je trouve que la carrière, en fait, elle prend une belle vie et en fait, tu continues à propager justement cette bienveillance, le fait, comme tu as dit, d'avoir de l'empathie à travers ton parcours. Donc, continue. Merci à toi pour ça et merci surtout pour ce moment. Parce qu'en fait, on a découvert en fait qui tu étais en dehors de toutes les caméras et de tout ça, et ça fait plaisir à voir. Merci infiniment, et j'attends tes photos avec tes petites de chatons. Ouais. Ah, c'est bientôt, j'espère. Ouais, je les ai, mais là, quand je les aurai chez moi, sans faute. Voilà, tu m'envoies la photo de tes chatons, ça marche, avec grand plaisir. En tout cas, merci à toi d'être venu, merci pour ce moment, merci à toutes les personnes qui, comme d'habitude, continuent à regarder ce podcast, continuent à lui donner de la vie, à soutenir, ça fait extrêmement plaisir. Et on se retrouve toujours très très vite pour des podcasts de qualité avec des personnes de qualité. On remercie le lieu, on remercie Emmanuel qui enregistre aujourd'hui l'émission pour nous. Une belle dédicace à Bobo Prod aussi. Merci à Bilal qui a accepté que je tourne aujourd'hui ce podcast. Heureusement, sinon ça aurait été compliqué. Et on se dit à très très vite. Prenez soin de vous et que la paix soit sur vous, comme on dit. Ciao, ciao.